Cheikh Anta Diop disait, je cite, « Quand les tambours parlent, les ancêtres dansent. Quand nous dansons, les dieux écoutent. » Otep à toutes et à tous et bienvenue sur Teouti Sekem, votre chaîne, notre chaîne. Un grand merci, un très grand merci à vous qui nous soutenez à travers vos commentaires, vos likes et surtout vos partages. Il faut le dire ainsi, nos productions deviennent de plus en plus exigeantes. Alors, nous avons besoin de vous à travers, bien sûr, le 237 au 655 74 27 84 ou le 676 40 74 40. Faites un don si vous pouvez. Ensemble, réveillons la mémoire ancestrale. Aujourd'hui, nous vous invitons à une immersion profonde dans l'univers du sacré, à travers un thème aussi spirituel qu'il est également symbolique, à savoir le mystère de la danse sacrée. Introduction au pilonnage gnostique. Faire une lecture de ce thème, c'est l'essentiel de ce jour. Accrochez-vous, ça va déménager. Frères et sœurs, la danse sacrée n'est pas un divertissement. C'est une voie initiatique. Un langage du corps vers l'invisible. Pour mieux comprendre ce thème, donc, nous allons explorer tout à l'heure minutieusement. Nous sommes accompagnés, bien sûr, de frère Tot. Otep, frère. Otep, Kariam, Mahatongba. Otep à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance kamite. Ma connu une sœur, ni na metan, ni na bon youth, ni na seminasi. Bonjour. Bienvenue une fois de plus sur Teouti Sekem pour ceux qui prennent bien sûr l'antenne ou bien leur smartphone à l'instant. Le mystère de la danse sacrée et du pilonnage gnostique nous enseigne que le corps est un instrument d'élévation. Il suffit de savoir l'accorder au rythme et des lois cosmiques. Ce que nous appelons danse est bien sûr dans nos traditions un rite, un acte de magie, une clef d'ouverture, bien sûr, à la connaissance intérieure. Voilà. Mais avant tout, posons déjà les définitions essentielles, frère Tot, de ce thème qui nous réunit en ce jour, le mystère de la danse sacrée. Introduction au pilonnage gnostique. On va commencer par les définitions. Que signifie mystère? Le mot mystère vient du latin mysterium, c'est-à-dire ce qui est caché. Et lui-même vient de l'expression myste, qui signifie les endroits secrets où se passent les choses secrètes et cachées. Oui. C'est-à-dire des endroits réservés à certaines pratiques particulières, pas forcément aux pratiques maléfiques. Et donc, par exemple, un sanctuaire peut être un endroit, peut être un myste. Un temple peut être un myste. Une grotte sacrée peut être un myste. Et tout ça. Le myste, c'est le lieu secret réservé aux gens qui font la pratique, qui entrent dans ce code-là. Notamment la forge, c'est aussi un myste, parce que c'est réservé aux forgerons. Oui. Voilà, donc, tous les endroits réservés aux spécialistes de ce domaine, cet endroit peut être qualifié de myste. Un laboratoire de chimie, c'est pas tout le monde qui entre là-bas. Un laboratoire de physique nucléaire, c'est pas tout le monde qui entre là-bas. Donc, c'est les gens qui sont réservés pour cette spécialité qui peuvent donc avoir accès à ce milieu. C'est ce que nous entendons par mystère. Mystère est tout ce qui relève du cachet. Et ce qui relève du cachet se passe dans des endroits bien appropriés.
D'accord, on va poursuivre avec la deuxième définition. Peut-on dire que la danse sacrée est une pratique rituelle et énergique où le mouvement du corps devient un langage de communion avec les forces invisibles? La danse sacrée, elle est sacrée parce que elle est consacrée. Oui. Elle est consacrée à quoi? Elle est consacrée à un idéal. Elle est consacrée à une vision du monde. Elle doit faire rythmer, elle doit faire vibrer une vision du monde. Et la vision du monde aussi ne se limite pas qu'à une vision, mais cette vision intègre aussi la pratique. Oui. Et cette pratique a des objectifs, des buts et des résultats. Donc, quand on parle ici de danse sacrée, c'est une danse non seulement qui s'accorde à ce qui est sacré. Et qu'est-ce qui est sacré? C'est la vie, la perpétuation de la vie, la promotion de la vie et la préservation de la vie. Donc, cette vie qui est en réalité la manifestation du divin. Car la vie est la condition d'existence de tout ce qui existe. Y compris l'esprit. L'esprit vit. Il n'y a pas que le corps qui vit. Oui. L'esprit est vivant parce qu'il peut se manifester. L'esprit est vivant parce qu'il comprend, il entend et il voit. Donc, tout ce qui est vie intègre tout ce qui est et existe. Être, c'est être présent sans toutefois être visible, sans toutefois avoir une forme spécifique, sans toutefois être déterminé. Une présence est quelque chose qui peut marquer sa présence par des vibrations ou par des énergies. Maintenant, existe ce qui est visible, ce qui est palpable, ce qui est sensible, ce qui est touchable, ce qui est auditif. Donc, ce qui est audible autant pour moi. Oui. Et ce qu'on peut goûter, puisque quand on voit ou on entend, quand on entend, on a envie de voir. Quand on voit, on a envie de toucher et sentir. Quand on touche et sent, on a envie de goûter avec la langue ou avec le pilon. Donc, il y a tous ces paramètres qui entrent dans ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire les éléments gnoséologiques qui nous permettent d'accéder à la connaissance sur la base d'une expérience pratique. Voilà. Donc, la danse sacrée relève donc est d'abord en rapport avec ce qui est sacré et relève de la manifestation du sacré dans sa plénitude. Elle est la manifestation du sacré dans sa plénitude. Dans le cas particulier, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, nous parlons de la collision pylonique et nous aurons le temps de définir les termes. Qu'est-ce que nous entendons par pylonnage et qu'est-ce que nous entendons par gnostique, etc., etc., pour que les gens ne se perdent pas. Donc ici, on est dans un rite sacré qui a pour but de mettre en avant et au centre la vie, faire la promotion de la vie et faire la promotion de la perpétuation de la vie. Et quand nous parlons de vie ici, nous parlons aussi des espèces, etc. Vous voyez déjà où on va en venir. D'accord. Allons-y donc à ce terme pilonnage. C'est quoi exactement? Le mot pilonnage vient tout simplement de l'expression du mot que tout le monde connaît, le pilon. Oui. Et le pilon ne peut exister que s'il y a un mortier. Donc, le pilon sert à piler, mais on pile à l'intérieur du mortier. Donc, le pilon ici est symbolisé par le phallus humain, masculin, c'est-à-dire le phallus de l'homme, ce qu'on appelle vulgairement le pénis. Oui. Le pilon a la forme du pénis. Maintenant, le mortier, donc, c'est ce qui relève du féminin, parce que c'est circulaire. Ça relève de la géométrie circulaire. Ça présente le bassin de la femme et ça présente aussi une ouverture qui peut être donc le vagin qui accueille le pilon. Donc, le pilonnage ici est la collision entre le pilon et le mortier. C'est ce que nous entendons par pilonnage. Voilà. Alors, après avoir défini mystère dans ce sacré pilonnage, qu'en est-il du mot gnostique, enfin? Le mot gnostique est un adjectif qui vient, ce n'est même pas un mot, c'est un adjectif qualificatif qui vient de gnosis, gnose, de la gnose. La gnose signifie la connaissance, le savoir. Et le mot gnose vient du grec gnosis, qui signifie connaissance et savoir. Ici, quand on parle donc du pilonnage gnostique, il s'agit
d'un pilonnage, c'est-à-dire d'un acte sexuel conscient, maîtrisé et qui suit les codes relevant du sacré. C'est-à-dire que c'est une danse sacrée qui a une certaine méthodologie qu'il faut suivre. Et concernant la méthodologie, nous aurons le temps de développer donc quelle est la démarche à suivre en ce qui concerne cette danse sacrée qui se manifeste à travers le pilonnage, mais un pilonnage conscient, c'est-à-dire un pilonnage gnostique, c'est-à-dire un pilonnage qui se sait comme pilonnage et qui a la bonne méthode de pilonnage. Les hindous ont parlé de Kama Sutra, c'est-à-dire l'enseignement de Kama, c'est-à-dire de la sexualité, de l'amour. Donc, ici, nous, on parle de pilonnage gnostique. Donc, en Médounéter, en égyptien ancien, pilonner signifie nek, c'est-à-dire entretenir les rapports sexuels. Oui. Ça s'écrit N-E-K, nek. Voilà. Donc, chez nous, on dit ibon. Il y a d'autres expressions, comme chez nous, les étoiles, on dit apoad, poadni, me poadni. Donc, je pense que chez les peuples de l'Ouest, ils ont aussi des expressions pour dire, pour parler de ces choses-là. Oui. Donc, quand je parle des tonnes, le boulou, les éwons disent afot. Donc, pot, fot, c'est exactement la même chose. Donc, ici, il s'agit donc de l'acte sacré qui n'est pas un acte vulgaire. Parce que dans la pensée africaine, le rite sexuel est le rite, je crois que c'est le rite le plus sacré. Parce que c'est sur la base de ce rite qu'il y a régénération, qu'il y a procréation et qu'il y a élévation spirituelle, c'est-à-dire transformation. Voilà ce qu'on peut donner en avant-goût comme définition en attendant que nous fassions des développements dessus. Alors, entrons véritablement dans la toute première partie de notre thème de ce jour. On va commencer parce qu'on parle de pilonnage gnostique. Mais avant d'en arriver là, il y a d'abord quelque chose qui vient en avant qu'on appelle l'amour. C'est quoi l'amour? Effectivement, l'amour ici est le principe qui rassemble ce qui est différent à la base. C'est-à-dire, l'homme est homme parce qu'il a une anatomie particulière. La femme est femme parce qu'elle a une anatomie particulière. Une anatomie particulière, autant pour moi. Il y a des choses que la femme a que l'homme n'a pas. Mais déjà, nous avons fait plusieurs émissions pour montrer que la femme a déjà tout ce que l'homme a. C'est-à-dire que le pénis chez la femme, c'est son clitoris. La femme a les pectoraux qui plus tard deviennent des seins. Et tout le reste des organes, la femme que l'homme a, la femme les a. Mais il y a des choses que la femme a que l'homme n'a pas. Notamment l'utérus, l'homme n'a pas l'utérus, l'homme n'a pas le vagin, l'homme n'a pas les seins. Que sais-je encore, l'homme n'a pas les os dans le ventre, l'homme ne pond pas les œufs et tout ça. Mais la femme a tout ça. Donc, ici, l'amour est donc la force qui unifie les deux corps. Le corps de l'homme, c'est-à-dire le corps du féminin et le corps du masculin. Et cet amour est la force reconstitutrice qui reproduit l'unité primordiale. Parce qu'au commencement, tout est unifié dans la présence originelle que nous appelons Imana. Et dont la première manifestation, Ra, est la lumière. Imana est donc la divinité primordiale qui n'a aucune forme, qui n'a aucune apparence, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas imaginer, mais qui échappe à toute interprétation. Mais dont la première manifestation est la vibration, et laquelle vibration génère plusieurs vibrations, lesquelles vibrations, en allant de manière accélérée, éclatent en lumière. Et dans cet éclat de la lumière se spatialise et manifeste une forme. Et une fois cette forme baisse de vibration, elle se cristallise et elle devient un corps physique. C'est ainsi que tout ce qui existe est venu à l'existence. Donc, l'amour est donc cette force unifiante qui unifie le divers et qui permet au divers de fusionner afin de produire quelque chose qui vise la perpétuation de la vie et de l'espèce, de chaque espèce. L'amour est la loi de l'attraction et en même temps, c'est la loi de la séduction. Mais qu'est-ce qui suscite l'amour? C'est la femme qui suscite l'amour. Parce que la femme a des choses qui attirent, qui suscitent la curiosité. C'est-à-dire que on grandit avec une petite fille, ou nos petites soeurs, quand on grandissait, on était enfant.
Après un temps, on se rend compte que des choses commencent à sortir. Nous, on n'a pas ça, mais ça sort chez les filles. Après, ça grossit et elle devient encore plus belle qu'elle ne l'était avant. Elle commence à se distinguer de nous. On va maintenant chercher à vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Et plus tard, on constate que une fois qu'on va ouvrir maintenant pour voir ce qui est caché dedans, il y a le pilon donc qui se tend et commence maintenant à s'interroger que qu'est-ce que je fais. Donc, c'est un acte naturel. C'est l'attraction féminine qui génère l'amour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans nos mythes, c'est la femme qui a initié l'amour, qui a révélé l'amour à l'humanité. Et cette femme, nous en parlerons dans la suite de notre développement. Donc, on résume notre propos. Oui. L'amour est la loi d'attraction qui permet de reconstituer l'unité primordiale. Et cette loi de l'attraction est exercée par le féminin parce que le féminin a quelque chose de particulier que le masculin n'a pas. Oui, on va aussi nous dire, certes, les femmes sont attirées par des hommes, mais jamais, c'est-à-dire dans les époques reculées, avant la période dégénérée qui est la nôtre aujourd'hui, ce sont les hommes qui allaient vers les femmes pour courtiser les femmes. Parfois, il y avait même des rapts, c'est-à-dire on kidnappait les femmes pour partir avec elles. Donc c'est la société pervertie d'aujourd'hui qui nous fait croire que les femmes partent courtiser les hommes. Non, c'est vrai que l'homme peut avoir des traits attrayants, séduisants, mais jamais la femme ne se déplacera pour aller lui dire que tu me plais, je vais être avec toi. C'est l'homme qui se lève pour aller vers la femme. C'est lui qui fait toujours le premier pas. Le premier pas. C'est-à-dire, je parle de l'humanité fondamentale. Je ne parle pas de l'humanité pervertie aujourd'hui. Et même dans cette humanité pervertie, la grande majorité, à savoir 99% des cas, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Oui. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe. Ce sont toujours les hommes qui vont vers les femmes. Maintenant, il y a donc le 1%, c'est-à-dire 10 pour 1000, où on va trouver des cas où des femmes partent courtiser les hommes. Oui. En leur donnant de l'argent, en ouvrant leur porte des étoiles pour qu'ils jettent un coup d'œil là-bas et que quelque chose se passe. Donc, l'éthique fondamentale de l'humanité voudrait que ce soit le masculin qui se déplace, c'est-à-dire qu'il soit attiré par le féminin. Ça, c'est le principe fondamental. Alors, je vais quand même dire quelque chose de ce qui m'a beaucoup plus, parce que je suis une femme, je suis quand même la Mahat, l'attraction féminine, c'est elle qui génère l'amour. C'était là la définition du mot amour. Et dans amour, on a également la vérité. Quel est le rapport entre l'amour et la vérité? Il n'y a pas la vérité dans l'amour. Il y a l'amour dans la vérité. Dans la vérité. Oui. Parce que le mot amour ne peut avoir de sens que s'il y a quelque chose. Oui. Et ce qu'il y a de manière primordiale et fondamentale, c'est la vérité. Mais la vérité de quoi? La vérité de l'être. C'est-à-dire l'être, c'est la vérité et la vérité, c'est l'être. Et c'est cet être que nous nommons vie. Nous avons commencé notre développement en parlant de la vie. Oui. En disant ce qui est la chose la plus sacrée. C'est-à-dire la réalité la plus sacrée, c'est la vie. Parce que tout ce qui existe est dans la vie, baigne dans la vie. Et cette vie doit être vue et comprise dans sa nature simplifiée. Parce que quand on va nous dire que le premier élément de la vie, c'est la cellule, c'est faux. Parce que la cellule est déjà quelque chose de complexe et de composé. La cellule est constituée du noyau, du cytoplasme, de la membrane cytoplasmique, des vacuoles, des mitochondries, plein de choses. C'est un élément complexe. Hein? Alors que les particules se meuvent d'elles-mêmes. Donc, ce qui se meut de soi-même, là, c'est pas la vie là-bas. C'est la vie. Mais la vie elle-même, alors. Donc, la cellule est constituée des atomes, de tout ce que je viens d'énumérer. Et ce que je viens d'énumérer, notamment le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, le noyau, les vacuoles, les mitochondries, tout cela est constitué d'un ADN. Et l'ADN lui-même est constitué de 4 bases azotées, qu'on appelle les molécules. Donc, la molécule d'adémine, la molécule de cytosine, la molécule de guanine et la molécule de thymine. Donc, thymine, guanine, cytosine, adémine. Donc, c'est 4 bases azotées qui constituent l'ADN. Mais ces molécules elles-mêmes sont constituées des atomes, des chromosomes. Et ces chromosomes sont constitués des atomes. Donc, et les atomes eux-mêmes sont constitués d'un noyau et des particules, c'est-à-dire ce qu'on appelle des électrons qui gravitent autour. L'électron entre dans ce qu'on appelle l'univers des particules.
Et dans cet univers des particules, il y a des particules qui ont la charge 3, la charge 2, la charge 1, la charge 0 et la charge -1, -2, -3, etc. En ce sens, où on part du plus vers le moins, on découvre donc que parmi les particules, il y a les particules et les antiparticules, c'est-à-dire les particules qui ont des charges négatives. Voilà. Et donc, qui n'ont pas de poids, mais qu'on peut encore mesurer et saisir. Et quand on demeure toujours dans cet univers des particules, c'est-à-dire l'univers subatomique, qui est l'univers quantique, on découvre que dans la particule, quand on veut la saisir, elle a deux fonctions, la stabilité et la moticité, c'est-à-dire l'ondulation et la dualité onde-particule. Elle est particule lorsqu'on peut la situer dans l'espace, localisée. Elle est ondulation lorsqu'elle est en mouvement, c'est-à-dire elle vibre. Oui. Mais on ne peut pas saisir les deux. C'est-à-dire, une fois qu'on va enfermer la particule, pour saisir ce qu'elle est, on ne peut la saisir que dans une seule réalité. Soit dans sa staticité, soit dans sa moticité. Les deux paramètres ne peuvent être étudiés que sur la base des systèmes d'équations. Mais aucun appareil ne peut en même temps saisir l'impulsion et la staticité de la particule. Là, on est donc dans le mystère de la saisie de la particule. Un deuxième problème se pose, c'est que lorsqu'on isole la particule de son ensemble d'interactions, cette particule n'agit plus en accord avec cet ensemble d'interactions. Ça veut dire que isoler une particule, c'est déjà biaiser l'expérience. Parce que cette particule se met en connexion avec les autres particules. Donc, il y a un ensemble de vibrations qui se transmettent de proche en proche d'une particule à une autre particule. Et il y a une danse des particules qui s'opère. Ce qui peut aussi être interprété comme une danse pylonique, c'est-à-dire une danse sacrée. Donc, on constate que quand on entre dans l'univers quantique ou l'univers des particules, on va vers l'insaisissable. Et plus encore, une fois que ces particules perdent la charge et qu'elles ne peuvent plus être mesurées, qu'elles ne peuvent plus être quantifiées, qu'elles ne peuvent plus être localisées, on entre dans ce qu'on appelle les ondes vibrantes. C'est-à-dire qu'on ne saisit plus rien, on ne saisit que les vibrations. Et ces vibrations elles-mêmes vont de subtil en subtil. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences vibratoires que certains appareils ultra modernes aujourd'hui ne peuvent pas capter. Donc, on va vers le mystère. Quand on va donc vers le mystère, on constate que, en réalité, pour parler de la vie, il faut parler de la présence. Parce que c'est de cette présence qu'il y a dévoilement. Puisqu'on constate que les appareils, il y a des choses qui échappent à ces appareils ultra modernes aujourd'hui. Et donc, toutes ces choses émanent d'une présence inconnaissable, incommensurable, inestimable, non représentable, non saisissable, etc., etc. Donc, je termine par là en disant donc que c'est de là que surgit la vérité. Oui. Parce que la vérité est le dévoilement originel. Quand on parle de l'amour comme force d'attraction, la force d'attraction s'exerce à tous les niveaux. Au niveau du soleil et des planètes, au niveau de l'électricité, tout le monde peut saisir la force d'attraction. Mais la vérité échappe à la saisie. C'est pour ça que la vérité transcende l'amour. Et quelque chose que la vérité a encore. Parce que non seulement elle est ce qui dévoile toute chose, mais elle est aussi ce qui montre la voie. C'est-à-dire, me voici, apprenez à découvrir. Voici le chemin qui s'ouvre pour que vous marchiez vers la découverte, non seulement de vous-même, mais des mystères de l'univers. La vérité est donc non seulement ce qui dévoile, mais ce qui montre le chemin de découverte. Donc, la vérité en ce sens transcende l'amour. L'amour est donc un élément qui est compris dans la vérité. Parce que la vérité rassemble et disperse. La vérité organise. La vérité montre le chemin. Elle est la lumière. Et elle est aussi le mystère. Parce qu'elle-même reste quelque chose qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne peut pas dire voici la vérité. Mais on va présenter la force d'attraction des planètes. On va dire voilà l'amour. C'est-à-dire le fait que la femme exerce une pression attractive sur l'homme, on va dire voilà l'amour. Mais personne ne dira voici la vérité. La vérité est le vécu. C'est-à-dire l'être dans sa mystériosité. Très bien dit. Et qui amène chaque chose à se découvrir et à découvrir chacune des autres choses, ainsi qu'à découvrir tout le cosmos. Ainsi, la vérité est divine et le divin est la vérité. Hotep. Hotep, frère Thoth, vous avez pris L'union, feu. donc, entre l'amour et la vérité, c'est que
l'amour, quand il repose au cœur de la vérité, c'est un amour authentique. Et c'est une raison de plus pour montrer les limites de ce qu'on peut qualifier d'amour. Parce que l'amour sombre dans ce qu'on peut appeler la pathologie, la sensibilité, les sentiments, les jugements, les émotions. Alors que la vérité transcende les émotions. Quand un vrai père ou une vraie mère va trancher entre ces deux enfants, qui aiment ou qu'elle aime, puisque ce sont les enfants qui sont sortis de même. Il y a de manière impartiale. Or, l'amour peut amener les gens à être partisans. Parce que c'est mon père, je dois défendre mon père, même si c'est un criminel. Donc, on voit là la nette distinction, degré par degré, entre l'amour et la vérité. Maintenant, la force de l'amour, c'est que cet amour doit reposer sur la vérité, pour que cet amour soit vrai, authentique et durable. Une fois que l'amour repose simplement sur les émotions, sur les préférences, ou alors sur des sélections, cet amour est appelé à disparaître et à s'écrouler automatiquement. Parce que la vérité va toujours venir trancher au dernier moment. Donc l'idéal serait que l'amour repose sur la vérité. Et en cela, on montre que la vérité transcende l'amour. Et l'amour est un élément secondaire par rapport à la vérité. Hotep, frère, on va poursuivre cette fois-ci, on va entrer dans le panthéon africain. Bien sûr, on parle de panthéon africain, on reste focus sur l'amour et la vérité. Je m'en vais vous poser la question de savoir quelles sont les divinités qui incarnent véritablement l'amour et la vérité dans le panthéon africain. Il y a deux divinités qui sont principales et qui, pour moi, sont toujours une, parce que dans le panthéon africain, les divinités féminines ont toutes les mêmes fonctions. Voilà. Mais avant d'aborder ces deux divinités, j'aimerais ajouter à ce que j'ai dit, le fait que l'amour peut être faux. On peut prétendre l'amour. Donc quand l'amour ne repose pas sur la vérité, c'est un faux amour. C'est-à-dire qu'un homme peut te donner l'impression au départ qu'il t'aime. Alors que quand il vient vers toi, il veut seulement te goûter. Et quand il ne te goûte pas, il n'est plus avec toi. De même, une femme peut te donner l'impression qu'elle t'aime parce qu'elle a un calcul. C'est-à-dire qu'elle va obtenir quelque chose de toi. Une fois elle obtient cette chose de toi, elle n'est plus là. Donc l'amour peut être une feinte. C'est-à-dire on peut feindre l'amour. Mais on ne feint pas la vérité. Parce que la vérité est ce qui tranche. Et la vérité est éternelle. Elle est toujours celle qui éclaire, qui montre la voie et qui oriente les esprits vers le chemin de l'élévation et vers le chemin de la découverte de chaque existence. Donc, une fois de plus, la vérité transcende l'amour. Maintenant, les divinités qui incarnent, qui symbolisent l'amour et la vérité, en ce qui concerne l'amour, c'est d'abord la déesse Hathor. La déesse Hathor est le symbole féminin des vibrations cosmiques qui charment l'audition, des jeux de lumière, l'harmonie des lumières qui charment la vue, les rondeurs cosmiques sur le plan géométrique qui attirent la vue, la souplesse, la douceur qui attire le toucher et qui charme le toucher, la grande chaleur attractive qui dresse l'opulent et qui appelle l'opulent vers soi. Et cette lueur magique, le regard féminin, qui est l'une des forces les plus redoutables à laquelle très peu d'hommes peuvent résister. Lorsque la femme a travaillé son regard, elle devient redoutable. Mais en même temps aussi, c'est dangereux parce que quand la femme commence à jouer à ces jeux, elle va devenir une manipulatrice et elle va aussi subir des tues parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ont les yeux travaillés. Pendant que toi, tu crois que tu veux le séduire, lui, il te lance, il t'attaque. Il attaque ton âme et ton esprit par le regard. Toi, tu as l'intention de le séduire. Mais lui, il t'attaque sur le plan mystique. C'est pour ça qu'on demande souvent aux femmes de ne pas fixer les gens dans les yeux. C'est très dangereux. Mais en même temps, ça peut être avantageux quand elle a réussi à séduire. Mais ça peut aussi lui être périlleux lorsqu'elle est face à un initié qui peut entrer, atteindre son âme à travers son regard. Donc, il n'est pas bon de regarder n'importe qui. Une femme peut regarder son mari, elle peut regarder ses enfants, elle peut regarder ses frères, elle peut regarder
Ses amis, peut-être comme on est là, il n'y a aucun intérêt. Depuis, personne ne veut faire du mal à l'autre et tout ça. Sauf que c'est vrai qu'il y a aussi certaines personnes qui changent. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un avec cette face et demain, la personne a une autre face. Mais on demande aux femmes d'être prudentes et d'éviter de fixer les gens dans les yeux. Ça la protège elle-même. Voilà. Et ça empêche aussi les déviances sociales. Parce que quand une femme commence à croire qu'elle a un regard foudroyant et qu'elle est capable de séduire tous les hommes, non seulement elle peut atteindre certains de ses buts, mais elle peut aussi rencontrer des hommes qui vont l'utiliser. Parce qu'en voulant atteindre des buts, parfois elle va faire des compromis. Elle va devoir se compromettre pour atteindre certains buts. Et alors elle va se transformer en femme vulgaire. C'est pourquoi ce qui peut être très séduisant doit être réservé à son mari. Oui. Ce qui est puissant doit être réservé à son mari. Ce qui est séduisant doit être pas seulement le mari, même le copain. C'est-à-dire que c'est dans l'intimité que ça doit se faire. Pas que tout partout tu arrives, tu regardes les gens dans les yeux parce que tu veux qu'on te dise que tu es belle. Voilà. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Maintenant, on a donc deux divinités. Oui. La première, c'est la déesse Hathor qui incarne l'amour, les vibrations harmonieuses de l'univers, les colorations harmonieuses de l'univers, les rondeurs séduisantes de l'univers et la danse sacrée. La déesse Hathor symbolise les rites de la danse sacrée, symbolise les rites de la danse des corps célestes, c'est-à-dire les planètes autour du soleil, la danse des étoiles, la danse cosmique. Elle symbolise les accords et les vibrations. Elle symbolise les postures de dévoilement. On a parlé des postures de dévoilement dans l'émission précédente, notamment intitulée, on parlait de quoi là? La hiérarchie divine. La hiérarchie divine. Voilà. Donc, ces postures de dévoilement sont des déhanchements et des mouvements de... bref, des mouvements, quand je parle de déhanchement, ça c'est sur le plan phénoménal. C'est-à-dire que quand la femme marche, il y a quelque chose qui se passe. On voit... Ça dérange, ça dérange. Ça dérange comment? Ça dérange comment? On aime ces petits détails-là. Voilà, il faut dire, un vrai homme, quand il voit une femme se déplacer, il doit... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi on les appelle comme les LGBT. Non, je ne voulais même pas prononcer le mot. Je voulais dire A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, ils n'ont plus de sensibilité vis-à-vis des femmes. Ils ont plus de sensibilité vis-à-vis des hommes. Mais un homme naturel qui a tous ses sens et qui est né un vrai garçon, un vrai fils de sa mère, est séduit par les femmes. Dès la prime enfance, moi, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, mon pilon se dressait déjà quand je voyais les filles se laver avec les petits trucs accrochés comme ça. Mon pilon se dressait. C'était naturel. Donc, toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu vois seulement que tu as une érection. Voilà. Donc, en réalité, Hathor incarne la beauté, l'amour, la beauté, qui est elle-même encore l'incarnation du féminin. La beauté, l'amour, les harmonies, la danse, la musique et tout ça. Tout ce qui est séduction et tout ce qui est élévation. Maintenant, celle qui incarne la vérité, c'est la déesse Mahat, qui est donc le symbole des principes et des lois, des constantes cosmiques, des harmonies cosmiques qui gouvernent l'univers. En faisant, elle rejoint la déesse Hathor au niveau des harmonies et au niveau de la lumière séduisante et de l'appel, la stimulation qu'on appelle l'amour. Parce que la vérité stimule la curiosité. La vérité appelle à la découverte. Donc, une fois le dévoilement de la poitrine de la femme se manifeste, on est appelé à vouloir découvrir ce que c'est. Puisque quand c'est renfermé dans la vie, on veut ouvrir. Une fois qu'on veut ouvrir, on veut toucher. Une fois qu'on a touché, on veut goûter. Voilà. Donc, c'est ça la découverte, c'est ça la vérité. Donc, l'amour, en ce sens, reposant sur la vérité, transforme donc l'individu et le met en action pour aller explorer ce qui n'était pas connu auparavant. Plus encore, la porte des étoiles est la voie la plus élevée et la plus mystérieuse qui amène l'homme à découvrir qu'il a une nature divine en lui et l'amène aussi à découvrir la force sommeillante en lui. Parce qu'une fois il va découvrir la nature divine à travers la procréation,
mais en même temps, il va découvrir la force, c'est-à-dire ce qui vibre en lui quand il est en action. Il sent cette force qui l'agite, qui le secoue. Et donc, comme une électricité, c'est à travers cet acte-là que l'homme découvre ça. C'est pour ça qu'on parle de l'acte sexuel comme danse sacrée. Donc, les deux déesses sont donc la déesse Hathor et la déesse Maat qui se rejoignent au niveau de ce qui attire, qui dévoile, qui monte la voie et qui transforme pour l'élévation et pour la perpétuation de l'espèce. Hotep. Alors, ce qu'on retient, c'est que concernant le panthéon égyptien, le panthéon, hein, on a deux divinités, à savoir la Mahat, celle-là qui incarne la vérité, c'est la déesse de la vérité. Et dans la Mahat, on a toujours l'équilibre, on a la justice. Et la déesse Hathor, la divinité de l'amour, la danse, la musique et l'équilibre, la beauté. On va poursuivre parce qu'on parle toujours de l'amour, de l'amour. Alors, frère Todd, quelles sont les fonctions, les différentes fonctions de l'amour? L'amour a trois fonctions principales. La première fonction de l'amour que tout le monde partage, c'est la procréation. C'est-à-dire que il y a les plantes mâles, les plantes femelles, et où les grains de pollen quittent, ça entre dans le tube, et puis c'est ça, la fusion. Mais il y a d'abord une vibration naturelle qui se passe entre ces plantes-là, voilà, qu'on ne peut pas saisir. Nous, on voit seulement le phénomène de pollinisation. Mais il y a d'abord une danse rituelique et sacrée qui se passe entre ces plantes mâles et ces plantes femelles. Au niveau des animaux, l'accouplement. Donc, on voit le chien et la chienne, le lion, la lionne, le chat, la chatte, l'homme, la femme et l'homme, et tout ça. Et on voit donc aussi la danse rituelique entre le soleil et la lune lors des éclipses. Et il y a des énergies qui naissent de là que les initiés utilisent pour certains rites bien spécifiques, avec des balais initiatiques ou avec des cannes spécifiques, des capteurs. Il y a des capteurs d'énergie pour capter les énergies pendant la période là, entre l'éclipse, pendant l'éclipse de la lune et du soleil. Donc on peut capter les énergies pour la régénération, pour la prospérité et pour la purification de certaines choses. Donc les énergies qui sont issues de l'éclipse de la lune et du soleil sont exploitées par les initiés. Donc, nous constatons une chose, c'est que ça c'est le premier volet, procréation et perpétuation de l'espèce. La deuxième fonction de l'amour, c'est la régénération. Qu'est-ce que j'entends par régénération? C'est le fait que lorsque deux partenaires, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le viol est interdit. Parce que pendant le viol, il n'y a pas possibilité de régénération. Parce qu'il faut que les émotions, les deux émotions des deux partenaires soient en cohésion, qu'il y ait adhésion sur le plan émotionnel et qu'il y ait consentement pour que les énergies soient toutes les deux positives. C'est-à-dire les énergies de la femme et les énergies de l'homme soient toutes les deux positives. Et cette positivité consensuelle doit être sous-tendue par une intention. Nous voulons nous régénérer. Je vais être en toi, tu vas être en moi. Afin que nous soyons toujours fusionnels. Partout où tu es, quand tu penses à moi, je pense à toi. Quand je pense à toi, tu penses à moi. Et parfois, quand je lève les yeux pour te regarder, même si tu regardais là-bas, tu vas sentir que je te regarde et tu vas tourner ton regard pour me regarder. Et quand je te parle, toi et moi, on se comprend dans les yeux, dans le regard. Je ne suis pas obligé de te faire les gestes. Ça, c'est d'abord sur le plan fusionnel. Maintenant, sur le plan de la régénération, pendant l'acte de pilonnage ou la danse sacrée, il y a échange d'énergie et il y a augmentation de fréquence vibratoire. Parce que cet acte sexuel permet à la fréquence vibratoire de l'homme et à la fréquence vibratoire de la femme d'augmenter. Et pendant cette augmentation de fréquence vibratoire, il y a échange d'énergie. Et cet échange d'énergie permet aux cellules de se régénérer et aux neurones de se régénérer et de pouvoir soulever l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Parce que pendant cet acte, quand on atteint l'orgasme, c'est la connexion entre le bas et le bas, c'est-à-dire la base de la colonne et le sommet de la tête. Et il y a donc une circulation d'énergie au niveau de la colonne vertébrale. On a l'impression que le courant monte et il descend. C'est ça qu'on appelle l'orgasme. Et vous allez constater que quand les deux partenaires atteignent ce niveau, chacun vibre comme secoué par une énergie. Et une fois, pendant cet acte, il y a donc une ouverture de fréquences vibratoires qui est émise vers le cosmos
et qui fait fusionner le couple sur le plan cosmique. C'est pour ça qu'on dit deux partenaires qui entretiennent une relation consentie sont non seulement fusionnels sur le plan physique ici, oui, mais ils sont aussi fusionnels sur le plan astral. C'est la raison pour laquelle, si on attaque un partenaire là-bas, les deux seront affectés sur le plan biologique. Donc, il y a la fusion physique à travers l'acte sexuel qui engendre la fusion astrale. Donc, il y a un mariage physique et il y a un mariage spirituel. Donc, le rapport sexuel engendre donc aussi cette connexion sur le plan astral. La troisième fonction, c'est au niveau de la fusion avec le divin. Ça, c'est la fonction ultime. Ça permet à chacun de se découvrir, ses centres d'énergie à travers la stimulation du pilonnage. Cette stimulation augmente la fréquence vibratoire et une fois que chacun est attentif sur la circulation des énergies dans son corps et que les deux se fixent et se fusionnent, que les deux visages sont connectés, il y a donc cette électricité mutuelle qui crée un grand champ magnétique et une fois vous avez besoin de capter les énergies supérieures, vous devez donc avoir cette intention commune qui fait en sorte que le divin, c'est-à-dire les hautes vibrations, oui, descendent en vous et vos vibrations fusionnent avec les hautes vibrations pures. Et en ce moment, vous vous purifiez pendant l'acte sexuel. Vous dégagez toutes les impuretés karmiques. Vous êtes capable de vous régénérer et de vous connecter au divin à travers l'acte sexuel. Et tout ça se passe en accord avec les deux intentions connectées, en accord avec les deux respirations cadencées, en accord avec les mouvements qui accompagnent cela, des mouvements harmonieux. C'est pour ça qu'un acte sexuel qui doit déjà procéder par la régénération et l'élévation spirituelle ne doit plus se passer dans la brutalité. Ça doit se passer dans la douceur, parce que c'est une construction mutuelle qui permet donc aux deux partenaires de pouvoir atteindre les hautes vibrations. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà que vous venez de parler des hautes vibrations, parce qu'on aura besoin des conseils véritables, hein, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Comment choisir un bon compagnon ou bien une bonne compagne? Pour choisir un bon compagnon ou une bonne compagne, il y a plusieurs éléments qui doivent être en jeu. Il faut d'abord une compatibilité naturelle. C'est-à-dire que quand je te vois, quand tu me vois, il y a une attraction naturelle. Oui. D'abord, à la base. Mais l'attraction naturelle ne suffit pas parce que beaucoup tombent dans ce piège. Il y a une attraction naturelle qui me lie à elle, il y a une attraction naturelle qui me lie à lui. Alors qu'en fin de compte, vous n'êtes pas compatibles sur le plan astrologique, des signes astrologiques, et sur le plan, c'est-à-dire des totems, parce que les signes astrologiques sont les totems. Oui. Ben, si un lion, hein, vous fusionnez avec un serpent, soit c'est le lion qui sera mordu et attaqué par le venin du serpent et va mourir, soit c'est le serpent qui sera mangé par le lion. Donc, il y a une compatibilité de base. C'est pour ça qu'on parle de compatibilité astrologique ou totémique. Donc, il y a d'abord l'attraction naturelle, oui, il y a la compatibilité astrologique, et il y a une astrologie africaine. Pas les histoires de Sagittaire, Capricorne. Chez nous, on a Hathor, oui, on a Sekhmet, on a Thoth, on a Ra, on a Inpu, Anubis, on a Sobek, on a tout ça. Donc il faut connaître l'astrologie africaine. On a Isis et tout ça. Donc à Seta, il y a le calendrier sacré que j'ai mis sur pied sur la base des textes égyptiens et sur la base de nos rites traditionnels depuis 2019 qui existent. Oui. Le calendrier liturgique kamite. Donc ceux qui en auront besoin peuvent me contacter pour que je leur en donne. Et sur la base de ça, on a aussi des listes de noms sacrés qu'on peut donner à nos enfants. Si l'enfant est né à telle période, l'enfant doit porter tel ou tel nom. Voilà. J'ai constitué ce calendrier, ça fait exactement 6 ans aujourd'hui que ce calendrier existe. Donc, premier facteur, attirance mutuelle. Deuxième facteur, compatibilité astrologique. Troisième facteur,
étude des mœurs. Oui. Parce que tu ne peux pas prendre une fille qui a été éduquée dans une mentalité des caniveaux, des poubelles. C'est-à-dire qu'elle a une mentalité sale. Mais elle va venir polluer ta vie. Elle peut t'attirer physiquement. Vous pouvez même avoir les mêmes signes astrologiques, mais sur le plan de l'éducation. Donc, il y a une nécessité d'études mutuelles. C'est la raison pour laquelle chez les anciens, les parents prenaient le temps d'étudier la famille, les habitudes de la famille d'en face ou de telle ou telle famille. Et la même famille regardait aussi. Donc, si un jour il arrive que leur enfant a un mariage, qu'ils sachent que la famille là n'est pas bien. Ce sont des voleurs. La famille là, ce sont des sorciers. La famille là. Donc, il fallait savoir que chez cette famille, il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas. Ils meurent toujours à un jeune âge. Toujours à 30 ans, 35 ans. Je ne peux pas envoyer mon enfant épouser ces gens. Donc, c'est pour ça que les parents avaient un droit de regard sur le mariage de leurs enfants. Mais aujourd'hui, comme la société est devenue occidentalisée, il est important que les deux partenaires s'étudient pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire que l'homme étudie le comportement de la femme à distance comme de proche, et que la femme étudie le comportement de l'homme à distance comme de proche. Donc, il est aussi important d'aller se renseigner chez les proches de ces gens pour connaître la réelle mentalité, parce qu'il y a aussi la logique du camouflage. La personne peut camoufler ses sales attitudes pour attendre le dernier moment, pour venir t'asséner le dernier coup, qu'on appelle le coup de grâce. Donc, il faut faire aussi très attention à cette logique de camouflage. Quand la personne connaît les buts à atteindre derrière toi, la personne peut camoufler. Il y a des hommes, ils peuvent faire 5 ans avec toi. Tant que tu n'habites pas chez lui, il ne porte jamais main sur toi. Mais le jour où tu commences à habiter chez lui, un an, 2 ans, 2 ans plus tard, il commence à te bastonner. Il y a des femmes que, quand elle est avec toi, elle te montre qu'elle est la sainte Nitouche. Puisqu'elle est à distance, elle ne vient pas. Tu ne sais pas qu'elle a d'autres copains. C'est le jour où elle vient habiter avec toi que tu constates que ton cousin proche, qui est brun, comme elle aime les hommes bruns, elle pilonne derrière avec elle, elle se laisse faire derrière pilonner par ton cousin. C'est là où tu découvres son vrai visage. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est important de se renseigner. Parce que l'étude mutuelle entre deux partenaires ne suffit pas. Il est important de se renseigner, d'observer comment la personne vit avec les autres. Est-ce que cette personne a une femme? Si c'est un homme, et s'il veut une deuxième femme, il faut te rassurer qu'il ne bastonne pas celle qui est à la maison. Tout à fait. Oui, et s'il ne bastonne pas celle qui est à la maison, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine mesure de sécurité. Mais il faut aussi que toi-même tu vérifies que tu n'as pas de sales comportements. Parce qu'une femme, moi j'ai des limites. Hein. Oui. La seule possibilité pour que je bastonne une femme, il faut qu'elle soit la première à porter main sur moi. C'est la seule possibilité. Mais tous les autres, si elle fait quoi, même si je l'attrape sur mon lit conjugal, on se sépare. C'est pas la bastonnade qui va régler ça. Hein? Si elle fait ça, le jour là, elle ramasse ces choses et part. Elle ne revient plus jamais, c'est terminé. Mais moi, en tant qu'homme, je suis en public, une femme me gifle, même si elle est dans la chambre, je vais d'abord la corriger pour lui montrer que ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est quand même. Montrer que tu es un homme. Je suis un homme et j'ai le pilon. Voilà, quand même. j'ai le pilon qui te donne. Donc, ça se passe comme ça. Donc, en réalité, nous avons donc, l'attraction mutuelle, 2, la correspondance astrologique, la compatibilité astrologique, 3, l'étude comportementale, l'étude des mœurs. Est-ce que cette famille sort d'une famille de prostituées? Est-ce que sa mère est une femme vulgaire? Est-ce que là-bas, l'éducation vraiment est polluée? Est-ce que le père, il dort dans les bars, dans les caniveaux? Il faut étudier, est-ce que le père est irresponsable? Donc, sur la base de ça, déjà, on peut déjà avoir l'idée de ce qui va advenir dans le futur. 4e élément, il faut vérifier la compatibilité, comment on peut appeler ça? Génétique. Donc, on va étudier la femme est à partir à quel groupe? Aujourd'hui, c'est les oracles qui faisaient ça avant. Est-ce qu'ils auront les enfants? Ça, c'est les oracles qui faisaient ça. Oui. Mais aujourd'hui, comme la science a évolué, on peut donc évaluer les groupes sanguins. Est-ce que les groupes sanguins, l'électrophorèse et tout ça, est-ce qu'ils peuvent donc procréer? Est-ce qu'ils peuvent faire des enfants? Maintenant, le 5e élément, ils peuvent faire des enfants. Mais est-ce que la femme est fertile? Est-ce que l'homme lui-même il a un pilon qui se dresse? Est-ce que son sperme est sain? Est-ce que son sperme peut produire les enfants? Parce que
l'électrophorèse et l'étude des groupes sanguins, ce qu'on appelle il y a une expression technique là. Il y a l'électrophorèse, il y a le mot va me revenir. Pour étudier le groupe sanguin, s'il appartient à A, B, O, A, machin. Voilà. Donc, le résus, on appelle ça le résus. Positif ou négatif. Ou positif ou négatif. Oui, voilà. oui. Donc, en réalité, l'autre élément où il faut vérifier si l'homme se lève, s'il a un bon sperme, si la femme n'a pas de trompes bouchées, si la femme n'a pas de problèmes de stérilité. Mais ça, là, ces problèmes-là, ça se règle traditionnellement parlant. Et même la médecine moderne aujourd'hui apporte des solutions à ce niveau. Maintenant, on va plus loin. Oui. Au niveau des caractères. Chez l'homme, qu'est-ce que la femme doit rechercher chez un homme? La première chose que la femme doit rechercher chez un homme, c'est la vaillance, le courage. Un homme, un vrai, doit être vaillant et courageux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que la femme doit rechercher chez un homme, c'est l'intelligence. Oui. Un homme doit être intelligent, il ne doit pas être bête. Parce que les hommes bêtes, eux qui répondent toujours par les coups de poing. Ils ne peuvent pas argumenter, ils ne peuvent pas anticiper sur ce qui va arriver plus tard. Un vrai homme doit être intelligent. Quatrième facteur que la femme doit rechercher chez un homme doit être propre. Parce qu'il y a les hommes qui s'assoient à côté de toi, ils sentent la merde. C'est-à-dire que tu n'as même pas envie de rester à côté de lui. Nauséabond. Des odeurs nauséabondes. Voilà. L'autre élément que la femme doit rechercher chez l'homme, c'est l'élégance. C'est-à-dire que quand il s'habille et quand il marche, on voit que le gars là, c'est un showman. Donc, elle me met le fier de voir son gars. Pour dire que non, le gars là, non, c'est mon gars. Voilà. Sixième point qu'elle doit rechercher chez un homme qui a le sens de responsabilité. Oui. C'est-à-dire qu'il sait que j'aime ma compagne, j'aime ma femme. Elle n'a pas besoin de me dire qu'elle veut se coiffer. Dès que je vois seulement sa tête est déjà sale, je dis que défais la tête là. Voilà, l'argent va te coiffer. Dès que je vois que le visage, il y a peut-être des boutons, je dis, va voir l'esthète pour qu'elle te travaille bien le visage. Quand je vois qu'elle n'a plus de vêtements ou elle porte les mêmes vêtements, je dois m'arranger à lui acheter des nouveaux vêtements. Les chaussures, les caleçons. Je ne dois pas attendre qu'elle me dise j'ai besoin de garnitures. C'est-à-dire qu'elle doit avoir constamment son argent de poche. Voilà. C'est-à-dire pour payer le taxi, pour mettre les mégas, pour acheter ses garnitures. Ses petits besoins. Les petits besoins. Elle doit avoir son argent. Elle doit être au petit soin. Maintenant, le septième point alors, c'est qu'un vrai homme doit être un bon pilonneur. C'est-à-dire que c'est là alors il atteint un autre niveau. C'est-à-dire que quand il attrape sa femme, il l'envoie jusqu'au dernier degré du plaisir. Voilà. C'est ça qu'on appelle un vrai homme. Huitième point. Un vrai homme doit respecter sa femme. Doit lui parler avec respect, avec considération. Il doit être attentionné. Pas aussi le genre d'homme qui écrit, c'est-à-dire que toute une journée, il écrit. Non, c'est pas ça. Tu peux lui écrire 1 ou 2 fois par jour. Hein? Ou alors, tu peux lui parler, l'appeler. Il y a les hommes que quand ils commencent à t'appeler, quand il est amoureux, il t'appelle à tout bout de chantier où tu fais quoi? Tu avec lui. Ça, de l'espionnage. Voilà. C'est quoi ça? Donc, à un certain moment, pour laisser la liberté aussi à la femme, hein, tout le temps que tu es sur son téléphone, de se mouvoir un tout petit peu. Là, tu prends le téléphone, donne-moi le code, je veux regarder ton téléphone. Hein? Il est aussi bon de regarder le téléphone de la femme de temps en temps, au moins 1 ou 2 ou 3 fois par an. Voilà. J'ai dit maximum 5 fois par an. Parce qu'il est important, les femmes parfois sont faibles. Elles peuvent commencer à entretenir un flirt. Au début, elle n'était pas engagée. Mais une fois, il y a eu fusion émotionnelle, elle commence à se laisser aller, et ce qui peut la pousser à la faute. Donc, à un certain moment, il faudra que, un jour, tu lui dis, donne-moi, tu la surprennes, apporte-moi ton téléphone. Quand le téléphone arrive, donc, tu trouves qu'il y a Jean-Bertrand depuis qui lui met la pression depuis 6 mois. Elle résiste, mais à un certain moment, elle commence déjà à céder. C'est là où tu mets donc le piquet que tang, tu dis que tu m'arrêtes ça rapidement. Je ne veux plus voir des choses comme ça. Tu manques de quoi? Tu as besoin de quoi? Hein? Je te pilonne bien, je t'entretiens bien. Tu es une reine, j'ai fait de toi une reine. Tu pars où avec les moucherons? Tu es sûr, qu'est-ce qui te dit que
Quand il va même te prendre, il va faire même un dixième de ce que je fais pour toi. Il faut arrêter ça. Vous les femmes, vous êtes faibles. Très facilement, comme vous aimez vous faire courtiser, vous aimez entretenir des flirts avec plusieurs hommes. Et finalement, ça finit par vous caler au cou. Donc, à un certain moment, l'homme doit aussi être capable de jeter un coup d'œil sur le téléphone de sa femme, au moins 5 fois par an. Pas tout le temps que à chaque moment, donne-moi ton téléphone, chaque moment, ici. Non, non, non. Qui appelle le téléphone, voilà. son coup. Donc, l'homme doit respecter sa femme. Voilà. Voilà. Et le 9e point maintenant, c'est que l'homme doit respecter la famille de sa femme. Parce que quand l'homme respecte sa femme, il doit respecter la famille de sa femme. C'est-à-dire la mère de sa femme ou de sa compagne, le père de sa compagne, les soeurs et les frères de sa compagne. Il doit les respecter. Maintenant, un autre point qui est très important. Un vrai homme doit être ambitieux et dynamique. C'est-à-dire que c'est pas celui qui dort jusqu'à 10 heures. Il est là après, il traîne au quartier, il parle du Barça, il parle de Manchester, du Real de Madrid, de Samuel Eto'o, de Lionel Messi. Il est au carrefour et il dit qu'il a une femme. Parfois, il est là, sa copine aussi, là, elle attend, elle a faim. Il n'a même rien à lui donner. Il passe toute la journée à parler des milliardaires, messieurs milliardaires, des choses comme ça là. Il ne part pas au travail, il ne fout rien, il n'a aucune ambition. Le genre d'homme là, la femme ne peut aller nulle part avec ce genre là. D'abord, à un certain moment, elle va se lasser très rapidement. S'ennuyer. Voilà, donc, un vrai homme doit être entrepreneur, engagé, ambitieux, créatif. Créatif. C'est-à-dire que, même au niveau de la relation, il doit toujours improviser des petites choses là. Et sentir que la relation vit. Parce que quand c'est aussi trop monotone, c'est pas bon. Donc, le dernier point, maintenant, qui est le 12e point, un vrai homme doit s'élever vers la spiritualité. C'est-à-dire qu'il doit être celui qui montre l'idéal de vie à sa femme. À défaut que la femme n'ait aussi déjà cet idéal. Parce que les dieux doivent tendre vers cet idéal-là. Donc, l'homme doit dire à sa femme, nous sommes les Bantous, notre spiritualité, c'est ça, c'est pas Jésus, c'est pas Allah. Il faut connaître notre tradition, il faut connaître notre culture, il faut connaître la spiritualité de nos ancêtres. Comment se passent les rites de mariage, comment se passent les rites d'accouchement, les rites de naissance, comment se passent les rites de passage de l'âge de l'enfant à l'âge adulte, de l'âge de jeune fille à l'âge adulte. Comment se passent les rites funéraires. Quand il faut enterrer nos morts, qu'est-ce qu'il faut faire? À telle heure, à telle heure. Maintenant, la médecine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant est malade? Et tout ça. Comment se connecter au sacré? Comment se connecter au divin? Quelle est notre manière de nous connecter au divin en dehors des histoires que la Bible et le Coran racontent là? Est-ce que les Africains ont leur manière de se connecter à Dieu sans raconter les histoires d'Allah et de Jésus et d'Abraham et d'Adam et Ève? Est-ce qu'il y a une voie spirituelle? Un vrai Africain, un vrai Bantou doit connaître cette voie et il montre cette voie à sa femme. En ce moment, il constitue donc, il prépare donc une famille authentiquement africaine qui défend la cause africaine, l'identité africaine et la culture africaine. Voilà donc un homme idéal. Moi, je ne sais pas si les gens, les filles qui m'écoutent, qui vont écouter cette émission, elles vont découvrir toutes ces qualités en moi. Mais il faut déjà leur dire que moi, je suis un polygame né, mais je n'aurais pas 10 femmes de toutes les façons. J'en aurais maxi 2 ou 3. Là, c'est bon. Donc, voilà ce que c'est qu'un homme idéal. Voilà. Maintenant, la femme idéale. La femme idéale. Venons-en. La femme idéale, le premier caractère de la femme idéale, c'est d'abord son charme physique naturel. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu sens que vraiment, je n'en peux pas. Je suis obligé de céder. Il y a quelque chose qui m'appelle. Qui m'attire, l'attraction. L'attraction naturelle. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être celle qui se dénature pour plaire aux hommes. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que pour être belle, il faut être brune. Donc, elle prend les injections ou les huiles pour changer le teint. Il y en a certaines qui pensent que pour être belle, il faut se défriser les cheveux. Alors que ses cheveux naturels, si elle les entretient bien, elle sera toujours une belle femme. Il y a d'autres qui pensent que pour être belle, il faut mettre les lentilles dans les yeux.
tu vois des choses comme ça. Il faut se raser les sourcils, même enlever les cils pour remplacer avec les trucs des chauves-souris que les femmes mettent souvent aux yeux là. Les longs trucs des chauves-souris Les là. cils. Qui font comme ça là, comme le papillon. Je n'aime pas voir ça moi, particulièrement, je n'aime pas voir ça. Donc, il y a des femmes qui, elle est née comme elle est née. Comme on a mis dans la tête de beaucoup que pour être belle, il faut avoir les grosses fesses et pas prendre les injections et pas faire les chirurgies. Les implants. Et tout ça. Et finalement, elle devient même moche à la longue. Donc la beauté est naturelle. C'est pour ça que moi, j'aime les femmes naturellement belles. Je n'aime pas les femmes artificielles. Ça, c'est ma devise. Quand je vois derrière une femme qui met des choses, qui change de teint, qui fait des choses... Non, je suis dégoûté. Dégoûté. Donc, il y a d'abord l'apparence de la femme. Il y a sa manière de s'habiller, c'est-à-dire de manière décente. La femme doit s'habiller décemment. Parce que moi, je pose toujours la question aux femmes qui veulent tout exhiber, qui marchent sans caleçon, avec les collants là. Je leur demande que si toi tu montes derrière tout ça, je vais encore découvrir quoi? C'est déjà ouvert. J'ai déjà tout vu. Je n'ai plus rien à découvrir. Oh, quand c'est protégé, dans un pantalon jean, ou dans un cabas, ou dans une jupe, j'ai envie de découvrir le mystère, la vérité qui est cachée à l'intérieur. Toi, tu affiches derrière tout ça, là, comme ça, là. Je n'ai plus rien, je suis déjà dégoûté. Donc, il y a ça. Le vestimentaire. Maintenant, la propriété corporelle. Il y a aussi des femmes que tu la vois avec une bonne coiffure, une belle coiffure, avec des habits propres. Mais va alors maintenant déballer le domba, tu vas découvrir des choses incroyables. Voilà. Il y a tellement de condiments. Condiments contradictoires qui vont te chasser. C'est pour ça que la femme, l'hygiène sexuelle de la femme est plus délicate. Tout à fait. L'homme, il suffit à l'homme d'avoir un bon savon, de se laver 2 fois ou 3 fois par jour. La femme, non seulement doit se laver au moins 2 ou 3 fois par jour, elle doit se purger, elle doit boire des écorces pour nettoyer son ventre. Parce que quand elle est en période menstruelle, tout le sang là ne sort pas. Il y a une partie qui reste et qui peut pourrir, se décomposer et commencer à créer des mauvaises odeurs vaginales. Donc il faut nettoyer le ventre constamment. Chez nous en Afrique, ça avait les écorces et les purges. Maintenant, les Blancs ont inventé les ovules. Donc il faut ce nettoyage permanent. La femme doit être agréable. C'est-à-dire que quand tu la vois, elle t'attire physiquement, elle est bien habillée, elle se lave bien et elle purifie bien son ventre et tout ça. En ce moment, tu dis donc que cette femme est vraiment délicieuse. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus beau que je puisse goûter sur terre que ce type de femme-là. Voilà. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est qu'une femme doit aussi être intelligente. L'intelligence féminine consiste à l'écoute des conseils. Parce que, généralement, les femmes vont avec des hommes plus âgés qu'eux. Il est anormal de voir une fille de 18 ans qui va avec un gars de 18 ans. Ils vont s'enseigner quoi? Il faut au moins un écart de 4 ans, 5 ans ou de 10 ans. Là, le garçon va amener la femme à devenir mature. Parce que quand tu vois les petits enfants aller entre eux là, c'est le jeu. Et on finit les trucs des coqs et des poules. Après, ça finit, elle part chez quelqu'un d'autre et tu vois qu'elle tourne en rond. C'est la période puberté, oui, non? Oui, même la période puberté. La femme ne doit pas mener un désordre sexuel. La jeune fille peut avoir connu un premier gars ou un deuxième dans l'enfance. Le troisième doit être celui qui lui montre le chemin et qui la responsabilise. Sinon, tu vas te retrouver en train d'aller d'homme en homme. C'est-à-dire, avant de te marier, tu auras connu 3693 hommes. En ce moment-là, tu seras quel genre de femme au foyer? Hein? C'est-à-dire que, en ce moment, tu as vu plusieurs pilons avec des tailles différentes et des grosseurs différentes. Hein? Et parfois, c'est un pilon tellement énorme que tu as goûté, auquel tu as goûté, et qui font en sorte que ton futur mari, qui n'a qu'un pilon très léger, vraiment, lui, va passer le temps à te chatouiller. Hein? Et quand il passe le temps à te chatouiller, tu seras tenté de relancer l'ancien costaud pilon que tu as laissé en arrière. Qu'est-ce que tu es devenu? Viens me foutre quelques instants de plaisir. Ce mboutoukou, hein? C'est incapable qui est ça à la maison. Il me perd le temps. Il me perd le temps. C'est ça.
C'est ça le danger d'avoir connu plusieurs hommes. Parce qu'une fois une femme connaît plusieurs hommes, elle court ce danger. Elle sera tentée d'aller goûter ce qu'elle a laissé derrière. Même si elle a la sécurité au niveau du foyer. Parce qu'elle cherche le plaisir va l'amener soit à relancer l'ancien copain, soit à chercher un nouveau. Parce que vous avez aussi cette tendance, vous croyez que pour avoir un costaud pilon, il faut être grand de taille et costaud. C'est faux. Il y a des hommes qui sont costauds, qui ont ça, petit comme ça là. Il y a des hommes qui sont grands de taille, qui ont un pilon peut-être inflété, mais petit. Donc, ce n'est ni la taille, ni le gabarit qui font la grosseur du pilon, non. Le pilon se découvre. Voilà. Parce que moi, je me rappelle que il y a certaines filles qui me voyaient, elles me voient comme elles me voient, mais quand elle fait la découverte, elle s'interroge. Elle n'a pas dit que j'ai un costaud pilon. Parce que je suis juste en train de parler comme ça. Donc, elle découvre que ce n'est pas trop... Ça dit qu'elle m'avait catégorisé. On ne catégorise pas l'homme. C'est à travers l'expérience que tu découvres. Voilà. Donc, il y a l'intelligence qui amène la femme d'abord à être bien disposée à faire un bon choix d'homme. L'homme qui a ses critères que je viens d'énumérer. Donc, et pour faire ce bon choix, il faut que la femme là soit intelligente. Qu'elle réfléchisse bien. Parce qu'il y a des idiotes que elle regarde seulement que l'homme est l'homme parce qu'il est costaud, il a les muscles, il va me porter, il va me jeter en l'air, je vais retomber, il va m'attraper. Voilà leur réflexion. Ou il est brun, ou il a les lèvres roses, ou il est grand de taille. Qu'un vrai homme doit être grand de taille, imposant. C'est pas ça. L'homme qui est grand de taille, là, il va arriver là-haut, celui qui est court va le taper et l'humilier devant toi. Tu vas confirmer que ton gros là ne sert à rien en fait. Hein, Souvi? Tu as vu combien de costauds Mike Tyson a tapé? Mike Tyson n'était pas très grand de taille. Il n'est pas très grand de taille, mais il a tapé les gars qui étaient plus grands de taille et plus costauds que lui. Donc l'homme n'est pas la taille, l'homme n'est pas le corps. L'homme, c'est la force intérieure, le dynamisme réel. Ce n'est pas les illusions des apparences. Et puis aussi, la beauté physique chez l'homme ne doit pas passer au-dessus. Pourquoi? Parce qu'une femme peut avoir un homme très beau, mais qui est la femme de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'un homme, notre homme, a cet homme pour femme. Donc il le prend par derrière. La femme peut avoir quelqu'un de très beau. Un jour, son nez se perce. Donc elle va abandonner l'homme là parce que son nez s'est percé. Non. Ce qu'il faut rechercher chez l'homme, c'est la valeur intrinsèque. Ce n'est pas les apparences. Les apparences comptent. Mais ce qui va te permettre de rester et de caler, c'est quand l'homme a les bonnes qualités que je viens d'énumérer là. Donc la femme doit être intelligente pour être capable de discerner les qualités que j'ai énumérées ici. L'intelligence chez la femme compte. Et cette intelligence qui va lui permettre de faire le bon choix, d'être une femme qui écoute et qui apprend, qui aime apprendre. Parce qu'il y a les femmes que quand tu commences à parler un mot, elle est là 10 mots. Elle ne va même pas écouter. Voilà, le genre de femme là, je pars où avec ça? Si tu ne peux pas t'asseoir pour qu'on puisse construire au niveau des idées, parce que c'est les idées qui organisent la vie, on va donc construire sur la base de quoi? De tes émotions. C'est-à-dire, je dois marcher comme tu veux. Non, 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 tu pars, non, je m'en fous. C'est-à-dire que même si on a fait une semaine, tu commences ça, tu pars. Voilà. Un vrai homme doit aussi être capable de dire non à la femme. Parce qu'il y a des femmes elles veulent contrôler l'homme sur le plan émotionnel. Et les vrais hommes, on ne les contrôle pas comme ça. Quand il voit que tu es en train de traverser, il met le blocus, il dit que je n'avance plus avec toi. Si tu veux, tu continues, je ne suis plus là. Voilà, tu vas aller trouver l'ombudsman que tu vas manipuler là-bas. Moi, je ne suis pas là. On ne me manipule pas. Donc, même si tu es belle, comme la déesse Hathor, tu ne peux pas me prendre la tête. Ce que je recherche en toi, c'est la vertu. Hein? C'est la logique de construction, c'est le respect vis-à-vis de moi, c'est la considération vis-à-vis de moi. Donc la femme doit être intelligente. Un autre point, la femme doit être aussi dynamique. Parce que le genre de femme qui attend toujours qu'elle dort à la maison, le mari peut faire tout, elle ne veut jamais rien faire. Au moins elle peut faire le commerce. Si son mari lui crée un commerce, il faut qu'elle montre qu'elle peut faire le commerce. Elles sont toujours taxées de consommatrices, c'est le mot qui revient souvent dans les foyers. Nos mamans partaient faire les champs, l'agriculture. Elles ramenaient le manioc, le macabo, les ignames, les patates, les légumes, hein, les céréales, le maïs. Elles rentrent avec les noix, on mange.
C'est vrai qu'il y a aussi les gars qui cueillaient les noix au village, là, ils faisaient souvent mal à nos mamans. Hein. Parce que quand le mari ne sait pas grimper sur le palmier, le gars qui a l'habitude d'apporter les régimes de noix de palme à ta main, il faut avoir l'œil ouvert sur ce gars-là. Voilà. Donc même, tu dois même identifier les palmiers sur lesquels il grimpe. Et tu dois de temps en temps faire des tours là-bas parce que de temps en temps, tu peux voir ta femme sous le palmier quelque part en train de se faire pilonner. Donc il faut faire très attention. Voilà. C'est la même chose aussi avec les gynécologues. La femme va te dire, mon gynécologue, ton gynécologue. Tu dois avoir une gynécologue, une femme. Qu'est-ce qu'il y a qu'un homme pas ouvrir mon secret? Non, je refuse. Là, je suis d'accord avec les musulmans. Un homme ne doit pas ouvrir le secret de ma femme. Voilà. Les histoires des gynécologues là. Il y a les gynécologues, il y a les psychologues, mon psychologue. Il y a mon pasteur, mon prêtre. Mon prêtre. Voilà. Voilà les personnes les plus dangereuses qu'il ne faut jamais accepter qu'ils approchent vos femmes. Voilà, il faut faire très attention à ce genre. Parce que c'est les bons manipulateurs. Une fois qu'il a pris le contrôle de l'esprit de ta femme, terminé. Tout ce qu'il va dire maintenant, toi tu n'es plus le mari, hein, c'est lui maintenant qui contrôle tout, qui contrôle le foyer. Il dit, le pasteur a dit qu'il faut que tu viennes à l'église dimanche. Hein. Il faut qu'on aille à l'église avec les enfants. Le jour que tu refuses, le pasteur commence à lui dire que tu es sorcier. Et c'est là où les problèmes commencent. Elle plie ses bagages, elle part habiter maintenant. C'est le pasteur qui... Généralement, ces pasteurs commencent même d'abord par les pilonner. Après avoir inculqué la peur dans leur esprit, que tu es sorcier, que tu es un démon, et que tu es dans les sectes, des choses comme ça, le pasteur récupère maintenant son cerveau et commence à faire d'elle ce qu'elle veut. Donc, une femme doit aussi être disciplinée. Intelligente et disciplinée. C'est-à-dire sur le plan de la rationalité. Elle doit être capable de faire la part des choses. Je suis avec cet homme, je le connais déjà depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Je constate qu'il a les qualités de l'homme telles que je les ai décrites. Il est responsable, il m'entretient bien, il me fait bien l'amour. Il est intelligent, il est vaillant. Il a ça. Il respecte ma famille. Voilà, il respecte. Le nouveau gars qui vient me raconter ce qu'il me raconte là, il me sert à quoi? Hein? Comment quitter une zone de confort où je me sens en sécurité pour aller vers les incertitudes, vers l'inconnu? Je suis déjà à l'aise où je suis, je n'ai plus besoin. C'est ça qu'on appelle la discipline rationnelle. Donc la femme doit être rationnellement disciplinée. Elle doit discipliner ses émotions, les tentations, ses désirs. Parce qu'une fois que tu as déjà le confort de base qu'il te faut, tu vas quitter ce confort pour aller vers la probabilité, vers les incertitudes. Tu sais que tu vas où? Voilà. Donc la femme doit aussi avoir ces qualités-là. La femme doit aussi avoir du respect pour son conjoint. Oui. Elle doit avoir de l'amour et de la considération pour son conjoint. La femme doit aussi respecter la famille de son conjoint. Hein, les qualités d'une bonne femme. Elle doit respecter la famille, c'est-à-dire le père, la mère, les frères, les sœurs. La femme doit savoir cuisiner. Parce que ça, c'est très grave. Il y a des femmes que... elles préparent vraiment... Tu as seulement envie de vomir. Il y a même d'autres qui ne veulent pas préparer. Quand le soir arrive là, elle prend le plantain. Elle découpe, elle fait les frites de plantain avec les œufs. Ou elle frit le poisson, elle vient déposer. Le genre de femme là, tu ne peux pas faire quelques mois avec moi, tu vas partir. Je veux que tu me prépares la sauce pistache avec le couscous et le poisson ou le poulet. Voilà. Je veux que tu me prépares le porc épic, le bouillon de porc épic, avec le bon plantain, le macabo. Voilà. Et que les épices que tu assaisonnes ça, comme toi-même tu es une bonne soupe, une bonne sauce, un bon repas. Un bon repas. Que le repas que tu produis ressemble à toi, te ressemble. Voilà. Et une femme aussi doit être dynamique. C'est-à-dire qu'il faut de la propriété à la maison. Les draps doivent être propres. Le sol doit être propre. La maison doit être bien classée, bien organisée. Quand la famille, peut-être mon père arrive à la maison ou mon frère, il faut qu'on trouve qu'il y a une femme ici qui entretient bien la maison. Voilà. Un autre point chez la femme doit être capable de me faire des enfants. Hein? C'est vrai que on va dire que est-ce qu'on va alors juger Dieu qui a fait que non. Il y a des solutions. C'est pour ça qu'il y a des prédispositions pour
choisir le partenaire, comme on a dit là. Voilà, il y a des prédispositions. Donc, il y a aussi des solutions traditionnelles. Quand une femme a des problèmes d'accouchement, il y a des solutions traditionnelles. Et il y a aussi une première précaution où on doit étudier la famille. Est-ce que les gens là ont souvent les difficultés d'enfantement là-bas? Ça, c'est le préalable. Donc, il y a ça. Tu ne vas pas reprocher à quelqu'un plus tard que ta femme n'a pas accouché pas. Tu n'as pas pris tes précautions, monsieur. Le tort te revient. Hein? Voilà. C'est la même chose avec la femme. C'est pour ça que le mariage à l'église, là, c'est la sorcellerie. Tu n'as pas encore connu une femme. La femme là va savoir comment que ton pilon se dresse normalement. Et que tu es résistant. Hein? Que tu n'es pas le coq. Que tu fais 2 secondes. Voilà. Hein? Pendant le pilonnage, dès que tu montes, tu es déjà au sol. Terminé. Voilà. Voilà le danger du mariage dans les églises. La bonne expérience, c'est le vécu. C'est-à-dire, au-delà de ce que nos aïeux ont vécu, qu'on étudiait les familles pour voir si les hommes sont virils, machin. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, les 2 partenaires doivent s'étudier. Voilà. Donc, c'est très important. La femme doit être capable de me faire des enfants. Au moins 1 ou 2. Ou 3. Voilà. Ensuite, la femme doit être capable d'être organisatrice. C'est-à-dire que pendant que je me bats, elle aussi se bat, elle construit la famille. Elle dit, voilà, les chaises qui sont là ont déjà vieilli, il faut acheter des nouvelles chaises. Hein? Il faut acheter le terrain. Hein? Il faut commencer à poser le parpaing au sol. Hein? Il faut épargner. Voilà, la femme doit donner ce genre de conseils. Et pour ça, elle doit être une femme sobre. C'est-à-dire qui n'a pas le gros cœur sur le luxe. Parce que une femme qui aime la vie, elle va passer le temps à manger les poissons brisés, les poulets, à vouloir aller au Canada, aux Bahamas, à la plage d'Acapulco, des choses comme ça là. C'est comme ça que tu dépenses les millions sans jamais rien faire dans la vie. Tu passes tout ton temps à brûler l'argent et tu ne fous rien, finalement. Une femme doit regarder l'avenir. Elle doit avoir une vision prospective, futuriste et organisatrice. Voilà. Il faut que dans 3 ans, on atteigne tel niveau. En ce qui concerne l'évolution familiale. Il faut que dans 10 ans, on atteigne tel niveau. En ce qui concerne l'éducation familiale, l'évolution familiale. Et la femme doit aussi avoir une qualité particulière. Laquelle? Une bonne base de la connaissance de sa culture et de sa tradition. Parce que c'est elle qui inculque la première éducation de base aux enfants. Donc elle doit maîtriser la langue de sa mère, la langue de son père. Elle doit maîtriser les coutumes de sa famille, les interdits, les paroles de sagesse. Hein? Comment est-ce qu'on éduque un enfant? Comment est-ce qu'on éduque une fille? Comment est-ce qu'on éduque un garçon? Un autre domaine dans lequel la femme doit exceller, la connaissance des plantes médicinales. La femme doit apprendre à connaître les plantes médicinales. Parce que quand elle est enceinte, si vous habitez une zone enclavée où il n'y a pas d'hôpitaux, elle va faire comment si l'enfant tombe malade? Ou si elle-même tombe malade? Quand il faut accoucher, les vraies femmes d'antan, elles pourraient s'accoucher elles-mêmes. Elles coupent le cordon ombilical. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui sont capables de faire ça? Vous voyez que nos mamans d'avant étaient plus instruites sur le plan de la pratique, la vie pratique. Et la sagesse même traditionnelle par rapport aux femmes d'aujourd'hui qui veulent ressembler aux blancs. Hein? La maman savait que à tel mois de grossesse, je ne dois plus manger ceci. À tel mois de grossesse, je ne dois pas aller dans les deuils. Je ne dois pas voir les cadavres. Hein? Elle savait que quand la lune est comme ça, on ne fait pas ça. Quand la lune atteint tel niveau, on ne fait pas ça. On fait ça. Pour chercher les bénédictions, c'est quand la lune est pleine. Quand elle brille, qu'on jette même une pièce d'argent au sol. Voilà. Quand la lune est montante, on cherche les bénédictions quand la lune est montante. La femme doit connaître ça. Donc, il y a la sagesse traditionnelle que la femme doit maîtriser. En ce moment, elle devient une femme qui est capable de protéger ses enfants et de protéger son mari. Oui, c'est ça qu'on appelle une vraie femme aussi. La femme doit aussi être cultivée, autant que l'homme. Hein, les deux doivent être cultivés. C'est-à-dire étudier la science et la culture générale sur l'histoire de leur peuple, sur l'histoire même de l'humanité. C'est important de connaître. La femme doit suivre l'actualité. Elle doit s'informer, pas sur Facebook.
Ou on dit qu'en Bokolo, il y a une femme qui a déchiré le caleçon de l'autre. Voilà les choses que les femmes écoutent. Elle dit qu'elle écoute, elle ne lève pas le niveau pour comprendre les faits de société qui peuvent leur permettre de devenir sages. La femme doit se cultiver dans la science, dans les débats télévisés. Elle doit écouter les débats. La femme doit suivre les débats. Parce que c'est suite au débat qu'elle commence aussi à tirer certaines notions. Ses propres conclusions et comprendre même la société en général. Voilà. Donc, un dernier point pour la femme. La femme doit être celle qui protège son mari. Pas des autres femmes. Celle qui protège son mari face aux ennemis. Voilà. Qui protège son mari face à la médisance, face au sabotage. Hein? Voilà. Maintenant, est-ce que la femme doit tolérer qu'une autre femme vienne? Parce que quand on dit que la femme doit être protectrice, c'est là où la vraie question est posée. La femme doit tolérer qu'une autre femme vienne à quelques conditions. Premièrement, si la femme avec laquelle elle va voir son mari et que les deux sont engagés dans une relation sérieuse et que de l'autre côté, au foyer, les choses ne se sont pas gâtées là-bas. Ça, c'est la première condition. Ça veut dire quoi? Ton mari, tu découvres qu'il a une autre relation, mais il n'a jamais changé négativement vis-à-vis de toi à la maison. Il est toujours amoureux, toujours responsable, il te tient toujours comme une reine. Respectueux. Rien n'a changé. En réalité, tout est positif. Il organise bien la vie et tout, et tout, et tout. Maintenant, la relation là-bas, est-ce que c'est un flirt ou c'est une relation sérieuse? Si c'est une relation sérieuse, alors, à un certain moment, il doit t'en parler. Il doit t'en parler. Et il doit te donner les raisons pour lesquelles il a créé une autre relation. Et il doit te présenter cette femme pour que tu puisses avoir une conversation, un entretien avec cette femme. Un entretien sérieux. C'est sur la base de cet entretien que tu vas juger si cette femme te respecte ou si elle te méprise. Si cette femme va te respecter dans l'avenir ou si elle va te mépriser dans l'avenir. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il peut arriver que la femme, qu'on a pris la première, n'accouche pas. Et que la première dise que, bon, trouve-toi une autre femme pour faire des enfants. Il peut arriver que la première qu'on a épousée a vieilli. Et que peut-être elle ne veut même plus le sexe. Elle dit donc, bon, trouve-toi une jeune fille, moi, je vois que tu vibres encore. Tu vois, moi, je ne veux plus, laisse-moi. Je me repose déjà. J'éduque mes enfants. Il peut arriver que la femme ait une maladie, un handicap, qui l'empêche de continuer d'entretenir des rapports sexuels ou d'enfanter. Alors, la possibilité est ouverte. Il peut aussi arriver que l'homme soit tellement puissant que la femme ne peut pas le supporter, qu'il sur elle tous les jours. Elle va te dire que non, pour équilibrer les choses, il faut avoir une deuxième copine. Une deuxième, je vais avoir une coépouse. Parce que la manière que tu me secoues là, je vais mourir vite. Il y a des femmes qui ne résistent pas. Et il y a d'autres qui sont, que c'est la magie seulement. Tu vas mourir sur elle. Oui. Il y a d'autres qui ne supportent pas trop le sexe. Et il faut donc être capable de dire que comme toi tu aimes trop ça, tu vibres trop. Prends une deuxième. Mais rassure-toi que ce que tu prends va me respecter. C'est d'abord ça. Voilà. Et que tu ne vas pas changer. Parce qu'il faut qu'il y ait une constante. L'homme que j'ai connu, l'homme idéal que j'ai, il faut rester cet homme. Que les émotions Parce qu'un vrai homme n'est pas dominé par les émotions. Non. Un vrai homme a la maîtrise sur ses émotions. Ça veut dire que si tu as choisi une première femme, tu as pris le temps d'évaluer tous les critères que j'ai énumérés avant de la choisir. Ça veut dire qu'à tes yeux, elle sera toujours une belle femme, une bonne femme, une femme respectueuse, une femme qui t'accorde le bonheur. Et en aucun jour, tu ne dois lui manquer de respect. Donc, il y a des possibilités et surtout, si ton partenaire t'a dit, pendant le début de votre relation, que lui, il est ouvert à la polygamie. Parce qu'il y en a aussi qui ne disent jamais. Qui ne disent jamais, mais après. Moi, toutes mes compagnes, même celle avec laquelle j'étais avant, moi, je lui avais dit que je suis ouvert à la polygamie. Ma femme actuelle, elle sait que moi, je suis ouvert à la polygamie, que je pourrais avoir une deuxième femme. Elle le sait. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas de gaieté de cœur. Bon, elle veut toujours être là, la seule, parce qu'elle a peur que s'il y a une deuxième, je ne vais plus l'aimer au même degré. Ou que je vais commencer à la négliger, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, voilà, en réalité,
les détails qu'on pourrait donner sur les qualités des deux partenaires. Otep. Alors, on va prendre une courte respiration. On revient pour la seconde partie qui sera aussi plus alléchante et tellement bien compréhensible. Otep. Frère Todd, après avoir suivi les conseils véritablement pour avoir un compagnon idéal ou bien une compagne idéale, on va parler cette fois-ci quand on a, je crois, atteint ce niveau, excusez, les 12 ou les 10 ou les 20 comportements qu'il faut avoir, qu'il faut déceler de la personne idéale. Comment entamer et entretenir maintenant le rythme de la danse sacrée? Le rythme de la danse sacrée, c'est tout un cérémoniel. Il y a d'abord la mise en condition, c'est-à-dire la mise en disposition avant ça. Donc en réalité, avant que la danse sacrée ne débute, il faut que les deux personnes se mettent en condition sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Si par exemple la femme est en période menstruelle ou est saine, ça ne doit pas se faire. Sauf si c'est pour d'autres buts spirituels bien spécifiques. Si peut-être l'homme est fâché, c'est-à-dire qu'il est rentré et il est mécontent, ça ne doit pas se faire. Parce que les énergies ne sont pas en accord. Donc il y a une disposition psychologique, émotionnelle, et il y a une disposition physique. Les deux doivent être propres, bien évidemment, pour avoir des rapports sains. Ensuite, il y a le lieu où ça doit se faire. On ne fait pas ces choses-là dans l'air libre, sous le soleil. Parce que le soleil est l'astre qui juge. Il y a les gens, les irresponsables, qui attrapent les femmes au bord de la rue. Ils font ça. Dans les champs, à l'air ouvert, dans la forêt encore, ça peut se comprendre qu'il y a des arbres qui couvrent. Mais à l'air ouvert, le soleil vous voit. Voilà. Ce n'est pas éthiquement conseillé. Et puis, il y a les heures. Donc, il y a d'abord le lieu. Le lieu doit être un lieu clos. C'est pour ça j'ai parlé du mist à la base. Le lieu où le rite se passe, c'est un lieu clos. Donc, ça peut être une chambre, la chambre conjugale. Ça peut être une chambre quelconque. Peut-être une chambre d'hôtel ou d'auberge, si vous êtes en déplacement ou si vous n'habitez pas encore ensemble. Parce qu'il peut arriver que la fille habite encore chez ses parents. Toi aussi, tu habites chez tes parents. Bon, peut-être les parents n'autorisent pas que tu amènes les femmes à la maison. Donc, quand tu veux être avec ta femme, tu peux trouver un coin propre où tu as l'habitude d'aller avec elle. Voilà. Il peut aussi arriver que tu aies une femme à la maison et que la fille n'ait pas encore son coin, elle habite avec ses parents. Pour être avec elle, tu es obligé de trouver un endroit en dehors du foyer pour être avec elle. Et cet endroit devient le lieu habituel où vous avez l'habitude de vous rencontrer. Donc ça doit être un lieu clos, confidentiel. Voilà. Maintenant, il y a les heures. On ne fait pas l'amour en journée. On ne sexe pas en journée. Hein? Il y a des heures, les bonnes heures. Oui. C'est de 3 heures à 5 heures. Bon, maintenant, puisque tu ne restes pas encore avec la fille, les heures qu'il faut éviter en journée, c'est quelle heure? Les heures de midi, 13h, 14h. Vous pouvez faire ça dans la matinée, c'est-à-dire 6h, 7h, jusqu'à 11h. Midi, 13h, c'est pas bon. Mais, comme parfois, ce n'est pas des cas de force majeure, peut-être que ta compagne pour la voir, ce n'est qu'à l'heure là que toi, tu dois seulement la voir. Et vous devez créer quelque chose de fort, faire naître quelque chose de puissant. Bon, en attendant,
que les choses s'améliorent, qu'elle ait son coin, où vous pouvez vous retrouver, bon, maintenant, aux bonnes heures. Vous pouvez le faire à midi, 13h. Ce n'est pas que quand vous le faites, vous allez mourir. Non. C'est que sur le plan vibratoire, il y a des vibrations qui diminuent. Parce que les vibrations solaires, quand vous le faites, absorbent vos vibrations. Là, le soleil est très puissant à l'heure là. Bon, il y a aussi des périodes où il n'y a pas de soleil, comme le climat actuel. L'idéal, c'est de ne pas le faire devant le soleil, ou quand le soleil émet des rayons très puissants. Actuellement, le climat est sombre. Ça peut se faire. Voilà. Il y a comme on déconseille aux gens d'uriner face au soleil, comme on déconseille aux gens de le faire face au soleil, ou de le faire quand le soleil est à son zénith et qu'il émet des rayons très puissants. Voilà. C'est pour ces raisons qu'on interdit ça. Donc, en réalité, les bonnes heures idéales sont les heures de la nuit, entre 3 et 5 heures. Là où les deux ont dormi, ils se sont reposés, l'esprit est posé, et quand ils se sont baignés, ils sont propres, quand maintenant ils s'engagent, c'est un acte, c'est l'acte, le moment idéal, entre 3 heures et 5 heures. 5 heures. Voilà. Donc il y a les heures. Maintenant, comment préparer le partenaire à la danse sacrée? Les petits cadeaux. Hein? Poisson braisé, petit soya, donc les brochettes là, hein? La viande grillée. C'est que vous n'avez pas l'habitude de manger à la maison. Tu gardes ça à ta femme quand tu rentres. Ou tu lui fais un petit cadeau, une belle robe, une belle chaussure. C'est-à-dire tu la mets dans les dispositions. Et il faut que tu te rassures que le matin quand tu sortais, elle n'était pas fâchée. Donc tu sors, tu te rassures que comme la nuit, ou alors le soir, ou alors le 12 heures du lendemain, ça va se faire. Donc il faut prendre toutes les dispositions pour qu'elle soit contente, qu'elle soit à l'aise. C'est une préparation. C'est une préparation psychologique. Et la femme aussi prépare l'homme. Ça doit être une préparation mutuelle. Donc il y a ça. Une fois que vous êtes préparé psychologiquement, vous allez vous préparer physiquement. C'est-à-dire que quand même vous allez au travail, vous n'allez pas trop travailler. Parce que vous allez travailler après. Parce que c'est aussi le travail. Bien sûr. Voilà. Donc il y a ces préparations psychologiques et physiques. Maintenant, l'autre étape, c'est quoi? On a parlé du lieu. On a parlé des heures. Mais on a dit que dans des cas exceptionnels où vraiment vous êtes encore en train de construire, vous pouvez le faire à midi ou 13 heures. Mais vous avez besoin du repos et vous avez besoin de vous recharger. Voilà. Maintenant, quand vous avez déjà un lieu qui est le vôtre, vous devez le faire à certaines heures, bien sélectionné. Ce n'est pas aussi bon de le faire à minuit. Parce qu'à minuit, il y a des mauvais esprits qui se baladent là, qui peuvent venir s'introduire dans le ventre de la femme. Voilà. Donc, il y a des heures interdites. Moi, je ne fais jamais l'amour à minuit. Jamais. Voilà. Donc, il y a ça. Maintenant, je vais avancer. On a parlé des lieux. On a parlé des heures. Donc, on ne doit pas faire l'amour dans les cimetières. On ne doit pas faire l'amour dans les WC. Ce n'est pas bon. C'est vrai que les femmes ont des fantasmes que quand elles se lavent là, tu dois l'attraper, tu prends le cou, tu appuies sur le truc et puis tu lui plantes le pilon. C'est des fantasmes. Mais c'est pas, hygiéniquement, c'est pas, et même sur le plan de l'éthique. Hein? Ça veut dire que tu traites ta femme comme une pute. Il faut la respecter. Bon, c'est aussi vrai que tu vas voir certaines femmes que quand tu la respectes trop comme ça là, dehors, quelqu'un va l'attraper, elle veut ça. Quelqu'un va aller lui faire ça dehors là-bas. C'est ça aussi le problème. Bon, quand nous on est des gringos comme nous les grillés là, on sait toujours comment anticiper sur ce genre de choses. Hein? Il y a par exemple des bons canapés à la maison, hein? Peut-être dans la chambre, ça peut pas forcément être sur le lit, ça peut être sur le tapis et tout ça. Pas forcément aux toilettes. Parce que les toilettes même sont aussi souvent les habitables de certains esprits. Oui, il y a des esprits qui habitent les toilettes. Donc c'est pas bon. C'est pas un endroit bon. Bon. Dans la cuisine, là où elle prépare la nourriture que tout le monde doit manger, ça ne se passe pas. Dans la piscine, c'est pas bon. Parce que tout le monde va venir plonger dans la même piscine. Vous avez laissé vos saletés là-bas. Donc, en réalité,
les piscines, les fleuves, partout où il y a l'eau. Vous venez faire l'eau qui coule ou l'eau que plusieurs personnes utilisent. Vous ne devez pas venir faire ce genre de choses-là. Mais même que j'ai parlé des toilettes, de la cuisine, ça ne doit pas se faire. Ça se fait dans un lieu approprié, c'est-à-dire une chambre. Ça se fait dans une chambre. Ça ne se fait pas dans les bureaux. Parce que les bureaux, c'est pour l'administratif. Ça ne se fait pas dans les bureaux. Donc aujourd'hui, on est dans une société tellement pervertie que partout sur les tables de chirurgie, sur tout ça, hein, les salles de classe, hein, les salles de conférence, hein, les piscines. Quelqu'un nage avec sa femme dans la piscine, il part faire des choses, là, laisser les saletés sur lesquelles qui vont souiller les autres qui vont venir se baigner là. Donc, il y a des lieux appropriés. Oui. On a donc parlé de la préparation psychologique, on a parlé de la préparation physique. Le lieu maintenant, c'est dans la chambre. Ça peut commencer par des caresses au salon. Les préliminaires, comme on dit d'habitude. Soit à la cuisine, soit au salon, soit peut-être même dans la salle de bain. Les caresses commencent là. Et puis ça va se terminer dans le lieu approprié, la chambre. Et quand ça se passe là-bas, il faut être un expert. C'est-à-dire que l'homme doit connaître le corps de sa femme. Et la femme elle-même doit être disposée. Parce qu'il y a des femmes qui sont raides au lit, comme le morceau de bois. Elle doit être malléable. Donc quand tu dois la tourner comme ça, elle se tourne. Quand tu dois la tourner comme ça, elle se tourne. Elle doit être flexible. Voilà. Donc en ce moment, il y a donc ce qu'on appelle les préliminaires. Et chaque homme a ses secrets pour les préliminaires. Je ne vais pas donner les leçons de préliminaires ici aux gens. Parce que ce n'est pas un cours de sexologie. Voilà. Donc chaque homme a sa technique pour les préliminaires. Il y a ceux qui aiment... je ne sais pas s'il faut dire ça. Il y a ceux qui aiment manger, brouter la portée des étoiles. Il y a ceux qui aiment se brosser avec le pilon. Il y a les gens qui aiment ça. Moi, particulièrement, ce n'est pas mon dada. Bon, il y a d'autres qui gênent directement, comme si c'était le coup de poing. Voilà. Il y a d'autres qui maîtrisent le corps de la femme. Et la femme aussi maîtrise le corps de son homme. Donc, des caresses mutuelles, où la femme est disposée à accueillir son homme et l'homme est disposé à pénétrer sa femme. Et les deux s'accordent. Les deux compagnes, les deux compagnons, le couple, les deux s'accordent. Et c'est une cadence rythmée, mesurée, dans toute la douceur et la chaleur qui se dégage des corps, accompagnée de la montée des émotions et de la température. Donc, il y a cette étape. Maintenant, l'étape où toutes les dispositions sont prises et où la femme est donc prête maintenant à accueillir le pilon dans sa portée des étoiles et où le pilon de l'homme est déjà tellement raide qu'il doit seulement faire le bon travail. À ce moment dont le pilonnage commence. Quand il s'agit, parce qu'il y a les préparatifs, les conditions. Voilà donc les conditions préalables jusqu'à l'acte, en ce moment-là. Donc, quand l'acte se passe, il y a une cadence. Et cette cadence varie en fonction du but qu'on va atteindre. Je ne sais pas si on va aborder ces buts ou ces particularités. Les fonctions, je ne sais pas. On va en parler, on va en parler. Donc, voilà déjà les premières étapes jusqu'à l'acte. Ce qu'on pouvait dire. Ce qui concerne. Alors justement, vous venez d'énumérer, vous venez de parler des fonctions. Quand on sait qu'on a 3 déjà, lesquelles, il faut dire à nos chers internautes, lesquelles fonctions héritent de la danse sacrée et quelles sont réellement les spécificités de ces 3 fonctions dans la pratique de la danse sacrée? Quand il s'agit du rite, c'est-à-dire la danse en vue de la procréation, oui. Il faut d'abord que les 2 pensées soient unies autour du but qu'on va atteindre. Nous voulons avoir un garçon. Il faut connaître le cycle menstruel de la femme. 1. 2. Quel type de garçon
Il faut que la femme ait une alimentation appropriée et que l'homme ait l'alimentation appropriée. Si nous voulons un garçon fort, vigoureux, puissant, intelligent, il y a des jours qu'il faut choisir. Il y a des heures qu'il faut choisir pour le type d'enfant qu'on veut. Voilà. Si nous voulons une fille, c'est exactement la même chose. Donc, la fonction, il y a d'abord une préparation avec le soleil et la lune. Et les deux couples doivent se préparer en se connectant à ces deux astres-là. Si on veut une fille qui est comme ça, on sait ce qu'on fait avec la lune. Si on veut un garçon qui est comme ça, on sait ce qu'on fait avec le soleil. Et les deux astres doivent nous aider pour appeler les grands esprits à venir habiter le ventre de la femme. C'est la raison pour laquelle la femme elle-même doit être préparée à accueillir les grands esprits. Parce que quand on fait seulement l'acte, parce qu'il faut le faire, les démons, les mauvais esprits peuvent entrer dans le ventre de la femme. Et vous avez des enfants qui dérangent, qui sont parfois maladifs, qui sont possédés. Voilà. Donc il y a des dispositions spirituelles qu'il faut prendre avec la lune et le soleil. Et les heures, il faut éviter les heures comme minuit pour faire ce genre de choses-là. Donc, pour la procréation, il y a d'abord cette disposition préalable. Oui. Pour pouvoir accueillir des esprits, des âmes pures et intelligents. Voilà. Il faut travailler avec le soleil du matin, il faut travailler avec la lune montante et la pleine lune. Voilà. Il faut aussi travailler avec le soleil qui est dans le zénith. Voilà. Donc, en fonction du type d'enfant qu'on va avoir. Maintenant, au niveau de l'acte, l'acte doit être cadencé. Il y a un moment où on va doucement et il y a un moment où on va rapidement. Parce qu'un acte de procréation ne doit pas durer. Quand on veut faire l'enfant, c'est pas que tu fais 15 minutes sur la femme, c'est quoi? Non. Ou 10 minutes, ou 20 minutes, ou 30 minutes. C'est juste pour atteindre l'éjaculation, terminer. Puisque la femme est déjà disposée, il y a la ponte ovulaire, elle doit juste accueillir le sperme. C'est tout. Donc, ça doit être un acte, même 5-10 minutes, et puis c'est terminé. Donc, l'autre là ne dure pas pour la procréation. Maintenant, l'acte de régénération, c'est ça donc qui dure. Quand vous avez besoin de régénérer vos cellules, cet acte se passe dans une cadence moyenne, lente et moyenne, pas de rapidité. Parce que vous devez vous accorder au niveau du rythme cardiaque, du rythme respiratoire et des idées, des émotions que vous émettez tous les deux. Vous devez donc adopter un rythme cadencé à la moyenne et à la lenteur, jusqu'à atteindre donc l'éruption volcanique qu'on appelle l'orgasme ou l'éjaculation. C'est la même chose avec la fonction qui est la connexion au divin. C'est la même cadence. Donc les deux fonctions-là ont le même rythme en ce qui concerne là. Il n'y a pas d'accélération là-bas. Sinon, vous allez désorganiser l'harmonie des énergies. Voilà. Donc il faut connaître chacune de ces fonctions et adopter donc une posture sexuelle en fonction des buts qu'on va atteindre. Peut-être. Alors, je pense qu'on va poursuivre avec cette toute dernière préoccupation quand on a eu à voir ce qui concerne véritablement, on peut dire ça, la danse sacrée. Vous pouvez encore appeler ça ébat sexuel, comme vous le voulez, mais rester dans un style véritablement spirituel. Donc, quand on a atteint les heures appropriées, on sait que minuit, c'est pas une heure pour procréer. Quand il faut se régénérer, quand il faut faire les enfants, vous savez déjà le secret et quel homme choisir, quelle femme choisir. Alors, comment savoir que le rite de la danse sacrée, dans les divers aspects pratiques, a été bien accompli? J'insiste sur bien accompli. Oui. C'est au niveau des résultats. C'est-à-dire que si la femme, en ce qui concerne la procréation, parvient à concevoir et la grossesse évolue normalement jusqu'à son terme, elle accouche normalement, l'enfant vient en bonne santé et en pleine forme. Le sexe qu'on a voulu. Oui. Et on voit que l'enfant se porte bien, il est en bonne santé et tout ça. Et ensuite, on observe l'évolution biologique et psychologique de l'enfant pour voir s'il est intelligent,
s'il est vaillant, s'il est brave, s'il a vite marché, s'il reconnaît vite papa, maman, s'il parle déjà rapidement, s'il peut déjà lire, faire ceci. Donc, c'est dans le suivi qu'on découvre que, en ce qui concerne la procréation, tout a été bien fait. En ce qui concerne la régénération, la purification et la régénération, les deux couples doivent être rayonnants. C'est-à-dire que les lendemains, la femme revêt sa splendeur. Elle est toujours belle, mais à travers ce rythme, elle est encore plus belle et l'homme est encore plus beau. Ça veut dire que vous vous êtes effectivement régénéré. Sur le plan de la fusion avec le divin, l'amour se renforce et en même temps, les événements que vous voulez qu'ils s'accomplissent, ces événements s'accomplissent en accord avec vos pensées. Parce que vous avez synchronisé vos émotions, vous avez synchronisé vos pensées qui ont fusionné avec le cosmos. En ce moment, vos désirs ne sont que des réalisations. Vous avez des projets qui se réalisent. Oui. Vous avez une bonne santé. Vous avez une harmonie autour de vous. Partout où vous arrivez, les gens vous accueillent bien. Vous avez des rêves positifs. Vous avez des visions futuristes. Et tout ça, à travers les songes et tout ça. Donc, cela montre que vous êtes en phase avec le cosmos. Donc, c'est à travers donc, ces vérifications qu'on est donc capable de dire que les trois fonctions ont suivi le bon cheminement. Je précise encore, les deux fonctions qui consistent à se régénérer et à fusionner avec le divin doivent respecter la cadence respiratoire, le rythme cardiaque et un mouvement qui va du lent vers le moyen et du moyen vers le lent, avec des caresses mutuelles jusqu'à atteindre donc le plus haut niveau. L'idéal serait que les deux atteignent l'orgasme au même moment. Mais comme il est difficile pour la femme d'atteindre l'orgasme, il est important pour l'homme de faire d'abord atteindre l'orgasme à la femme avant que lui-même il ne lâche. Voilà. C'est quand il sent que la femme est déjà en train que l'éruption volcanique est en train d'arriver, que lui-même il déclenche aussi sa part d'éruption volcanique. Ça, c'est le maître yogi qui maîtrise l'art. Voilà, et j'en fais partie, je suis un maître. Et quand je trouve une femme bien disposée, parce que parfois la femme, bon, toi tu as envie, elle n'a pas envie, donc ça ne peut pas être la même vibration. Il faut que vous soyez, le jour où vous êtes en phase, c'est là où ce genre de choses se réalisent. Il peut arriver que le matin, tu réveilles ta femme à 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures. Elle n'est pas d'humeur. Elle ne peut pas atteindre l'orgasme, ce n'est pas possible. C'est quand elle veut, et qu'elle-même prend les dispositions, c'est là où ça se passe. Bon, maintenant, ta compagne qui est à l'extérieur, que tu dois rencontrer en journée, et tout ça. Il y a aussi des jours où tu vas la voir, elle est fatiguée, elle est de mauvaise humeur. Et toi, tu veux. Elle ne peut pas atteindre le sommet. C'est le jour où elle est disposée. C'est pour ça qu'on parle des dispositions préalables. Voilà donc les petits détails que je voulais ajouter. Mais on dit au niveau des résultats, on vérifie dans les résultats et on confirme qu'effectivement le rite a été bien fait en suivant chaque fonction du rite sacré qu'on appelle le pilonnage gnostique. Otep. Otep, on fait un gros coucou à Souvi de l'autre côté de la caméra parce que sans lui, vous ne verrez jamais ces très belles productions. Je pense que c'est ici que prend fin ce tournage, cette toute autre production. On vous dit tout simplement le pilonnage gnostique est une clé qu'on ne joue pas prendre avec modération et surtout prendre beaucoup de recul pour la modernité qui nous gangrène, il faut le dire ainsi, ces jours-ci. Je voulais donner un dernier conseil sans te couper, ma soeur. Oui. Le conseil que je donne aux couples qui vont suivre cette émission, et même à ceux qui sont célibataires et tout ça, ou celles qui sont célibataires, le conseil que je veux donner aux gens, c'est que il n'est pas bon pour l'homme d'accélérer sa femme sexuellement tous les jours. C'est pas bon. Il faut avoir un temps de répit. D'abord pour que l'homme se recharge lui-même. Parce que la libido, le sperme, c'est ça qui donne la force pour aller travailler et la force pour penser et réfléchir, concevoir les choses. Ensuite, pour la femme, permettre à la femme de se reconstituer. Oui. Parce qu'une femme qui encaisse le pilon tous les jours est ouverte. Et ça joue aussi sur sa psychologie.
Parce qu'il suffit que tu t'absentes pendant 1 semaine, 2 semaines. Comme l'habitude est une seconde nature, elle a pris l'habitude qu'elle n'a pas de repos. Donc le premier venu là, elle va bondir sur lui, que donne-moi quelque chose. C'est comme ça. Donc il faut rythmer la femme de telle sorte que tu saches que tu peux t'absenter pendant un temps, ta femme va rester tranquille, sans démangeaison. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui ont les démangeaisons naturelles, qu'elle est née, qu'elle a les démangeaisons en bas là-bas. C'est-à-dire que même si tu lui donnes le temps de répit, dès que tu tournes le dos, elle est déjà avec Christophe. Voilà. Donc ça, c'est le dernier détail que je voulais donner aussi. C'est très important. C'est très important. Voilà, merci de nous avoir regardés, de nous écouter. Le pilonnage gnostique est une clé, une porte vers la mémoire du corps et l'éveil de l'âme. Merci de nous avoir suivis. Si ce contenu vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous bien sûr à Théouti Sekem, la chaîne qui réveille les consciences. Ensemble, réveillons les consciences. À très bientôt pour un nouveau voyage. Otep.